Nous sommes donc très heureux, Martine et moi, et surtout c'est Martine qui avait pris l'initiative donc de vous recevoir, Monsieur Sturlez. Donc vous êtes avocat général près la Cour de cassation, président de la Commission nationale de protection et de réinsertion. Vous avez été chef du service des affaires européennes et internationales au ministère de la Justice. Et dans cet esprit-là, vous avez promu l'idée d'une justice européenne. Là, on est dans les années 2000. Et vous avez publié d'ailleurs un livre qui s'appelle L'Europe de la justice et de la Constitution européenne en 2005. Ensuite, vous avez dirigé donc l'équipe de l'accusation du procès de première instance du génocidaire Hutu Pascal Simbikwanga en 2014. Et là, vous avez à la fois participé à une table ronde qui est disponible en ligne, et j'ai mis la référence dans le chat, qui s'appelle La genèse des procès pour crimes contre l'humanité de l'affaire Barbie au génocide rwandais. Et puis, par ailleurs, vous avez publié un article, toujours en 2014, dans les Cahiers de la justice, qui s'intitule Réflexion sur le premier procès d'assises français d'un officier rwandais pour génocide et crimes contre l'humanité. Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de ce webinaire. Filmer les procès, les acteurs en parlent. Et donc, je vous cède la parole. Merci. Je vois que vous êtes très très bien renseigné et j'avais oublié certaines choses que j'avais faites à ce propos. Euh, moi, j'ai eu le privilège de visiter votre passionnante exposition qui s'intitule Filmer les procès. Et c'est en sortant de cette exposition que j'ai un petit peu construit ce que je vais vous dire ce soir. Ça va être le témoignage d'un acteur d'un procès historique. Donc quelques éléments de témoignage personnel concernant un acteur qui a participé à un procès historique et puis mes réflexions qui ont conforté ce que je pensais concernant la captation filmée des procès historiques en voyant votre exposition. Alors, le procès auquel j'ai participé en tant que chef de l'équipe du ministère public, en tant que procureur, chargé d'accuser Pascal Simbikangwa, était effectivement un procès hors norme, un procès historique, c'est pour ça qu'il a été filmé, je pense. Historique à plus d'un titre, parce que c'était effectivement le premier procès en France d'un génocidaire rwandais qui s'était réfugié en France. Et c'était aussi le premier procès concernant un acte de génocide, puisque ni Barbie, ni Papon, ni Touvier n'ont été poursuivis de ce chef d'accusation, parce que tout simplement, le crime de génocide n'existait pas au moment où il y a eu le procès, n'existait pas dans notre législation. Le crime de génocide a été introduit qu'en 1994. Donc, vous voyez, participer à un procès de cette nature, effectivement, c'est impressionnant. C'est des défis juridiques, logistiques, humains. Je dirais qu'on n'en sort pas indemne. On en sort très, très marqué et sur le plan humain. Et au niveau professionnel, ça a été une expérience extrêmement marquante. J'étais pourtant un habitué de la cour d'assises, puisque j'ai été avocat général à la cour d'assises de Paris, chargé d'affaires lourdes, de la criminalité de droit commun. Et pourtant, quand vous abordez un procès comme celui-là, eh bien, c'est complètement différent et vous vivez autre chose. C'est pas par hasard qu'on dit que le crime de génocide était le crime absolu. Effectivement, le crime de génocide, c'est la planification de l'extermination d'un groupe humain en raison de son origine. Donc c'est vraiment le crime des crimes. Et donc ça vous amène à plonger dans l'innommable, ça vous amène à faire une descente aux enfers. Et donc sur le plan émotionnel, c'est extrêmement lourd, extrêmement marquant.
Euh, le, ce qui est particulier dans un procès comme ça, c'est que non seulement vous devez faire la démonstration en tant que procureur de l'implication personnelle de l'accusé dans ce qui lui est reproché, mais vous devez également démontrer, parce que vous avez affaire, et c'était le cas, au négationnisme, c'est-à-dire à la négation de la réalité du génocide des Tutsis, vous devez faire la démonstration pour les juges, et les juges en l'espèce, ce sont des juges professionnels, mais aussi un jury populaire, vous devez faire la démonstration de la réalité du génocide euh, qui est contesté, qui était contesté par l'accusé. Donc vous avez des choses en plus à prouver, non seulement l'implication personnelle, mais vous avez aussi à refaire la démonstration qu'il y a eu un génocide au Rwanda, qu'il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc pour l'accusation, et l'accusation, c'est donc le procureur qui est chargé de convaincre les juges de la pertinence de ce dont est accusé l'accusé. Vous devez à la fois expliquer le contexte et trouver des témoins qui mettent en cause l'accusé, puisque il ne vous reste plus que dans ces situations-là que des preuves orales. Alors, le contexte, la réalité du génocide, eh bien, il faut faire venir des témoins de contexte, d'où la citation d'historiens, d'anthropologues, de sociologues. Et puis, les témoins susceptibles de mettre en cause l'accusé, ben, ce sont des victimes du génocide, voire des bourreaux également. Et donc, il faut faire venir toutes ces personnes du Rwanda dans un procès français qui se déroule en France, à des milliers de kilomètres de chez eux, donc avec toutes les difficultés, vous imaginez, logistiques, culturelles, linguistiques. Et votre accusation, en tant que procureur, elle repose que sur ces témoignages des anthropologues, des sociologues, des historiens sur le contexte, alors qu'on vous nie dans le procès qu'il y a eu un génocide, qu'on vous parle des génocides ou qu'on vous parle d'un chaos populaire pour essayer de justement éclipser et éluder la réalité du génocide. Et puis, les témoins qui sont là pour témoigner de l'implication personnelle de l'accusé, eh ben, ils se retrouvent avec la fragilité de leur témoignage. Un témoin, c'est déjà une preuve fragile, c'est une preuve subjective dans un procès classique. Et alors, un procès qui a lieu 20 ans après les événements à Paris, dans une salle de la cour d'assises de Paris, euh, bah, ça pose, vous imaginez, des tas de difficultés et ça fragilise énormément les preuves dont dispose l'accusation. Donc ça, c'est toute la difficulté d'accuser dans un crime de génocide qui s'est déroulé loin de Paris, il y a longtemps, alors qu'il y a encore des pages de l'histoire française au Rwanda qui, à l'époque, qui vont s'éclaircir, je pense, avec les événements récents, des pages qui sont de l'histoire française qui sont obscures, qui sont exploitées évidemment par la défense pour complexifier et pour polluer le débat. Donc tout cela, c'est compliqué. Et donc j'ai souvenir d'un exercice extrêmement compliqué, extrêmement difficile, et extrêmement marquant sur le plan émotionnel. Ce que je retiens aussi de la portée d'un procès de cette nature, c'est que c'est un moment de vérité judiciaire. C'est pas l'histoire du Rwanda qu'on écrit, mais c'est une page, c'est une restitution pénale d'un moment de l'histoire du génocide rwandais. Et ça, c'était important. Et la décision qu'on a obtenue retrace bien, rétablit bien la vérité pénale, en tout cas, et à travers le contexte, resitue bien les choses par rapport au négationnisme de l'accusé qui niait l'existence d'un génocide, il niait même avoir vu les victimes. Donc c'est important qu'une juridiction française puisse à un moment donné dire qu'il y a eu un génocide des Tutsis
et au Rwanda. Et au-delà de la condamnation qui est devenue définitive de l'accusé, puisqu'il a été condamné définitivement à 25 ans de prison pour crime de génocide et pour crime contre l'humanité. Le crime des génocides visait donc son intervention en tant que donneur d'ordre et instigateur sur les barrières filtrantes à Kigali, qui visait à éliminer les Tutsis, mais aussi crime contre l'humanité, parce qu'il y a eu des exactions massives contre la population générale, qui n'était pas nécessairement Tutsi, et qui étaient notamment les opposants Hutus modérés, ou les modérés Hutus qui voulaient pas participer au génocide, ou qui n'étaient pas favorables à cette politique d'extermination, qui ont été aussi victimes donc d'exactions massives et qui se sont fait aussi arrêter en tant que telles aux barrières filtrantes de Kigali. Donc, ce procès, il a permis d'établir cela, au-delà de la condamnation de l'accusé, de réaffirmer la réalité du génocide des Tutsis. Et je crois aussi que pour les victimes, un tel procès, c'est fondamental. Surtout dans une affaire de génocide où, par définition, je le disais, les génocidaires, ils nient l'existence, ils veulent nier l'existence d'une partie de la population. Ils veulent que les Tutsis, enfin, n'aient aucun droit, ils n'avaient droit à aucun droit, et donc le procès dit... Excusez-moi, je vous interromps juste un moment, parce qu'il y avait le son est très mauvais, j'ai l'impression, alors c'est pour ça qu'on a coupé les caméras. Voilà, j'espère que... Vous m'entendez plus? Vous m'entendez? Si, je vous entends très bien. Là, ça a stoppé le grésillement. Je me remets en muet et je vous redonne la parole. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais le son était très mauvais. C'est pour ça qu'on est tous passés en caméra là, c'est meilleur? fermée. C'est meilleur? Oui, là, j'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. On peut repartir. Hein. Désolée. Oui, donc je disais que ce procès est aussi l'occasion, permet aux victimes de revenir à l'existence, de retrouver leur existence, d'être réhabilités, puisque les génocidaires ont eu pour seule obsession de nier leurs droits, puisque un génocidaire, c'est effectivement c'est quelqu'un qui veut rien ne doit survivre, tout doit être effacé. Et donc, le procès est un outil, en quelque sorte, de mémoire. Et ça, c'est très important. Mais justement, ça me permet de faire le lien avec la captation filmée d'un tel procès. Une fois que le procès est passé, que reste-t-il d'un procès comme cela? Eh bien, les acteurs, tant qu'ils sont en vie, peuvent encore témoigner, comme je le fais ce soir. Mais il reste la condamnation, il reste des archives écrites, la décision qui est rédigée, le dossier écrit, et tout cela, ça me semble être court sur un événement de cette nature, sur un crime de cette nature, parce que ça me semble effectivement... par exemple, toute l'intensité émotionnelle, elle est absente du papier, des archives écrites. Le public qui a pu être là, il va disparaître, comme les acteurs du procès, au fil du temps. Et tout ça va s'évanouir, va être éphémère, et je crois que c'est d'être réaliste, de le reconnaître. Et donc, en tant que outil de mémoire, le procès est assez insuffisant, et c'est pour ça qu'il me semble indispensable sur des crimes de cette nature qu'il y ait une mémoire vivante et j'allais dire éternelle ou pérenne. Et d'où l'importance de filmer effectivement ces procès, parce que grâce au film, et on le voit bien à travers votre remarquable exposition, grâce au film, on va garder une trace, non seulement qu'on va pouvoir consulter plus tard, qui va être utile non seulement pour les chercheurs, mais utile aussi pour les générations futures,
qui va permettre de lutter contre l'oubli, qui va permettre aussi de comprendre ce qui s'est passé. Donc je suis, moi, effectivement, convaincu que filmer des procès de cette nature, c'est primordial, parce que le procès en tant que tel, les traces, les archives écrites du procès sont insuffisantes et consultables par peu de personnes, tandis que la captation filmée, qui va pouvoir être consultée longtemps après, va permettre aux chercheurs d'avoir un outil de connaissance et puis aux générations futures d'avoir un outil mémoriel qui est bien plus fort, bien plus complet et bien plus efficace que le procès lui-même. Donc, je pense que c'est très important, effectivement, de pouvoir filmer ces procès. Et alors, je vais bien être clair, pour moi, le film d'un procès, ce n'est pas un outil de la justice, ce n'est pas un outil qui est là pour servir la justice, mais c'est vraiment un outil qui est là pour servir la mémoire, donc c'est vraiment un outil mémoriel. Et c'est... je pense que quand on va à votre exposition, qu'on voit le procès de Nuremberg, des extraits du procès de Barbie, des extraits du procès d'Eichmann, ou des extraits du procès, par exemple, de Sébi Kangwa, c'est extrêmement intéressant de voir des choses qui ne sont pas dans les archives écrites. Moi, j'étais intéressé, j'étais surpris, par exemple, de voir l'accusé Sébi Kangwa en train de plaisanter avec son avocat au début à une pause, et ça n'a pas échappé à la caméra. Et c'est quand même assez révélateur et intéressant. Voilà le genre d'anecdotes, enfin d'éléments que la caméra restitue. Et alors ça, c'est important que ce soit restitué en dehors du procès, évidemment. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la captation filmée ne peut pas être un outil de justice, parce que la justice a besoin de sérénité, la justice a besoin de distanciation. Or, l'image est jamais neutre. L'image, elle dépend de celui qui la prend. Donc, il y a toute la subjectivité du cadreur. Donc, il est important que le procès se rende à l'abri des images, à l'abri de la restitution directe d'un compte-rendu télévisé ou audiovisuel au fil des audiences. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, le procès, une fois qu'il est terminé, il en reste malheureusement pas grand-chose au bout d'un certain temps, et donc il est absolument indispensable de pouvoir reconsulter ces images qui restituent toute l'intensité émotionnelle et qui permettent aux chercheurs de bien comprendre ce qui s'est passé et qui permettent aux générations futures de comprendre ce que c'est qu'un crime de génocide, ce que c'est que l'horreur d'un génocide, et qui permettait d'espérer qu'il n'y aura plus jamais ça. Mais plus jamais ça, je parle du génocide, des crimes contre l'humanité, malheureusement, l'histoire montre que c'est chaque fois ce qu'on se dit, et malheureusement, l'actualité montre que cette promesse n'est jamais tenue par l'humanité, par l'espèce humaine. Mais enfin, il faut rester optimiste. Voilà, donc je terminerai en disant que faire une captation audiovisuelle d'un procès, c'est de plus en plus techniquement neutre. Je veux dire qu'en tant qu'acteur, un procès filmé, déjà en 2014, on ne s'en rendait pas compte. Contrairement à ce qui a dû se passer dans la salle du procès Barbie, où il devait y avoir des caméras très visibles, des cadreurs qui se déplaçaient. En 2014, déjà, les caméras, vous ne les voyez plus, les cadreurs, vous ne les voyez plus. La qualité, on le voit dans votre exposition, la qualité de l'image évolue de façon considérable. L'image est très précise. Et donc, on peut effectivement filmer des procès historiques de façon très discrète, sans gêner les acteurs des procès, sans influencer les débats, parce que les caméras, maintenant, on les oublie tout de suite. Au bout d'une minute, j'avais oublié qu'il y avait des caméras qui filmaient le procès. Donc, il n'y a pas d'interférence, si vous voulez, dans la dynamique du procès liée à la captation audiovisuelle d'un procès historique. Voilà ce que mes réflexions qui sont venues
en parcourant ces grands écrans de votre exposition où on revoit quelques fragments. Vous avez effectivement fait des sélections de ces longues heures, puisque quand le procès est filmé, c'est l'intégralité. Donc, par exemple, le procès Simbi Kangwa, je crois que c'est 160 heures ou 260 heures. Donc, vous avez fait des choix aussi. Mais les chercheurs, eux, peuvent accéder à l'intégralité et donc peuvent chercher ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, et de façon en toute indépendance et en toute objectivité, dans la mesure où, évidemment, l'accès leur est donné, puisque nous le savons, cet accès aux archives audiovisuelles des procès est soumis à autorisation si on n'est pas dans le délai des 50 ans que prévoit la loi Banater, justement pour garder cette distance, cette distanciation entre l'événement du procès et sa restitution audiovisuelle. Alors, je ne sais pas si ce que je viens de vous dire répondait à vos attentes ou ce que souhaitez entendre, mais maintenant je me soumets à vos questions, c'est surtout ça qui m'intéresse, par rapport à ce que je vous ai dit, ou ce que vous souhaitez me demander par rapport à ce que j'ai pu vivre dans cette expérience. Voilà. Merci beaucoup déjà voilà, pour cette présentation et vos paroles très, très riches et qui est en même temps un très beau témoignage sur ce qui se passe d'abord de l'intérieur, à l'intérieur de ces procès et sur votre vécu. Donc, je pense que c'est aussi un témoignage fort. Alors, moi, effectivement, j'ai des questions à vous poser, mais je vais peut-être d'abord passer la parole voilà, aux personnes qui sont avec nous ce soir. Et peut-être vous-même des éléments que vous souhaiteriez voir approfondir. Oui, Hélène. Bonsoir, monsieur. Donc, je vais me permettre de lancer la première question. Vous avez parlé de cette distance géographique, du temps et du délai entre les actes de génocide et le jugement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du problème linguistique et du problème de la traduction et de ce qui s'est joué pendant de longues heures, s'agissant oui, particulièrement de la question de la traduction. C'est un véritable écran, un véritable problème linguistique. C'est comme entendre, à la limite c'est pire même, parce que qu'entendre un témoin en visioconférence. Vous savez, c'est pour ça que je m'étais battu dans l'organisation du procès pour j'ai le maximum de présence de témoins qui soient en présentiel. Déjà, on disait pas ça à l'époque, on peut le dire maintenant. Donc, à part les témoins qui étaient incarcérés, qui témoignent de leur geôle en visioconférence, les autres sont venus de Kigali, enfin du Rwanda. Donc, il a fallu les acheminer, assurer leur transport, leur hébergement, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et effectivement, on avait un accusé qui parlait un français remarquable. Mais la plupart des témoins parlaient leur langue. Et donc, il fallait il faut le truchement d'un interprète. Et un truchement, donc, c'est un intermédiaire, c'est un écran. C'est avec, apparemment, c'est une langue compliquée, ou apparemment, tous les traducteurs ne sont pas tous au niveau. Et ça posait des problèmes, parce qu'on voyait très bien que, avec certains traducteurs, ça passait pas, ou ça passait mal, ou on avait une restitution imparfaite. Il y a une subtilité, une finesse qui n'est pas là. C'est évident. Et on repère très vite, c'est quand même un procès qui a duré 8 semaines, on repère très vite le traducteur qui est fin ou qui est bien en phase avec celui qui traduit. Surtout que dans les parties civiles, il y en avait qui
qui percevaient très, très bien cette difficulté de traduction qui s'opérait. Donc très vite, on avait repéré sur quel traducteur on pouvait s'appuyer et ceux dont il fallait se méfier. Donc par rapport à cela, et comme c'est quand même délicat, on peut pas... Et puis, vous ne pouvez pas s'appuyer que sur deux enfin, j'ai oublié le nombre de traducteurs, mais ça tournait évidemment, parce que c'est c'est épuisant de traduire. Donc, il y avait tout ce jeu-là. On essayait pour les témoins stratégiques d'avoir le bon traducteur. Enfin, c'était un jeu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très sain, quoi. C'est pas très sain. Parce que, à un moment donné d'épuisement, si vous-même vous êtes épuisé, quand vous sentez que c'est mal traduit, vous allez reposer la question sous une autre forme en espérant un changement de traducteur pour obtenir ce que vous n'avez pas obtenu. Donc, le problème linguistique, il est déterminant. Donc, c'est une des limites de tenir ces procès sur le génocide rwandais en France. Hein. C'est la venue des témoins qui est très compliquée. Et c'est surtout le fait qu'on ne parle pas la même langue et puis on n'est pas dans la même culture non plus. Hein. Donc, voilà, c'est compliqué. Effectivement, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup souffert sur le problème de la traduction. Merci. Quand on s'était vu lors de l'exposition, vous aviez insisté sur la préparation très particulière que représentait un procès de ce type-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect-là? Oui, c'était le premier procès, donc comme toute première, il ne faut pas... Comme notre test tout à l'heure, il a été remarquable. Les répétitions générales sont toujours les meilleures que les concerts. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment, d'avoir un devoir d'exemplarité sur ce premier procès parce qu'on allait, je savais qu'il y allait en avoir d'autres derrière. On nous attendait à tous égards au tournant, j'allais dire. Donc, avec le président, on a eu vraiment le souci de travailler à fond la préparation de ce procès en liaison avec la défense. C'est le calendrier, c'est l'organisation matérielle. Bon, tout ça, ça a été très compliqué parce qu'on innovait. Il y avait je le disais, des défis logistiques, des défis humains, des défis juridiques à relever. Ça a été extrêmement compliqué. On a été bien aidé sur le plan matériel, budgétaire, et on a pu faire ce qu'on voulait. Mais ça a été effectivement très compliqué. Et puis, on innovait. Ça n'avait jamais eu lieu. Donc, avec le président, il a fallu réfléchir à des tas de choses, prendre des décisions. Et puis, côté ministère public aussi, donc ça a été très compliqué de gérer l'avenue des témoins. Parce que ne serait-ce que les faire voyager, les faire séjourner à Paris, c'est pas évident. Donc il y a plein de détails. Et quand vous savez que votre accusation elle repose sur ces témoignages et qu'un procès d'assises, c'est ce qui se dit à l'audience et non pas ce qui est dans le dossier, puisque le dossier, il n'y a que le président, les avocats et le procureur qui le connaissent. Et donc, le travail du procès d'assises, c'est de restituer ce qu'il y a dans le dossier à une audience. Donc, voilà, donc avec des témoins qui étaient en plus à l'étranger, certains incarcérés, gérer l'émotion à l'audience. Je me rappelle qu'on avait monté une cellule d'assistance psychologique parce qu'on craignait, et ça, elle était très utile, je crois, pour le public, pour les témoins. Il y a tout cet aspect aussi, assistance psychologique, avec laquelle on n'est pas habitué, qu'on a essayé de prendre en compte à l'époque. Donc tout ça, c'était compliqué, effectivement, sur le plan des défis matériels et logistiques à relever, avec le souci que, si vous voulez,
on juge une monstruosité, mais on juge un homme. Les droits de la défense doivent être plus que jamais respectés. Donc, il faut donner une image d'une justice qui soit à la hauteur, et voilà, en relevant toutes les difficultés que cela entraîne. Il y a des questions, je vois Madame Gilles lever la main et Monsieur Guichard aussi. Oui, tout à fait. Sandrine, la parole. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention vraiment intéressante. Je suis archiviste aux Archives nationales. Je travaille avec Martine Sindhuima-Baru et responsable de fonds audiovisuels. Alors, ce serait plus une remarque que des questions, mais si vous vouliez réagir, ce serait volontiers. Sur cette question, vous avez plusieurs fois parlé de l'émotion, de l'image. Alors, évidemment, vu la nature du procès, mais ce que peut apporter justement cette archive filmée par rapport à des archives écrites. Voilà, il faut revenir dessus parce qu'en réalité, nous avons beaucoup de mal à convaincre nos propres collègues qui travaillent sur les archives papier de l'apport d'une archive sonore filmée, même si pour vous ça paraît évident, mais on est tous les jours confrontés à voilà, des collègues qui pensent que l'écrit fait foi, finalement, même la transcription serait plus importante. Qu'est-ce que vous leur répondriez? Moi, je dirais qu'un procès, c'est une dramaturgie. Donc, si vous n'avez que le texte, mais en plus, c'est un texte totalement insuffisant, puisque vous avez un dossier, qu'est-ce qui va rester d'un procès? Le dossier, qui n'est pas le procès criminel, puisque je vous l'ai dit, le procès criminel, c'est autre chose. Le procès criminel, c'est ce qui se passe, c'est de l'oral. La preuve est orale devant le jury criminel, donc le dossier, il n'existe pas dans un procès criminel. Il n'existe plus. Il sert à construire le procès, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui reste? Le procès, le dossier, et qui n'est pas le procès. Et du procès, il reste quoi? Le jugement, la rédaction du jugement. C'est complètement désincarné. Un jugement, c'est, je sais pas combien il fait. Il fait peut-être 250 pages. Le jugement, c'est Bicongwa, j'en sais rien, mais ça ne sera jamais les 250 heures d'émotion, de silence, de larmes, de cafouillage, de polémique, de joute entre la défense et l'accusation, d'incidents, tout ça, ça disparaît du jugement final. Et donc il y a une dramaturgie, voilà. Sur un procès de cette nature, c'est fondamental de voir le cynisme d'un accusé de génocide, de crime contre l'humanité, plaisanter et rigoler avec son avocat. C'est pas anodin. Ça, vous l'aurez pas dans la décision finale. Ainsi de suite. Donc, je pense que pas besoin de vous convaincre sur l'importance de l'archive audiovisuelle sur un procès criminel de cette nature. Et je disais, c'est un outil, la captation filmée, un outil mémoriel bien plus fort, bien plus complet, bien plus efficace que le jugement. Si vous voulez, dans 50 ans, on ne va pas dire à nos petits-enfants le génocide des Tutsis, oui, va lire le jugement, par exemple, va lire le jugement Sylvie Kongwa. Non, s'il peut accéder, si vous pouvez, lors d'un cours d'éducation civique ou d'histoire, l'emmener voir un passage du film, ça va être bien plus vivant, bien plus parlant que de lire le jugement de Sylvie Kongwa. Vous voyez. Donc, moi, je suis convaincu que c'est ce que j'ai vécu, moi, dans l'exposition. Moi, le procès Eichmann, j'y étais pas. Le procès Nuremberg, j'y étais pas. Le procès Papon, j'y étais pas. Et effectivement, j'ai été... vous êtes, comment dire, scotché, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, par l'image. Madame
Sylvie Mabarou vous dira, j'ai voulu écouter le son, j'ai appuyé sur la pédale parce que on veut savoir, on veut comprendre et on veut entendre. C'est tellement plus vivant, c'est tellement plus, c'est tellement, on est sur de la matière humaine. Je parlais d'une dramaturgie. Le procès criminel, c'est de la dramaturgie. Il faut en avoir cette trace vivante que n'est pas le papier, qui est une trace désincarnée quand même, et que seul le support audiovisuel peut restituer. Merci beaucoup. C'était très très beau réquisitoire voilà, en faveur. Plaidoirie, là, par réquisitoire. Les archives audiovisuelles, effectivement, qui fait très très plaisir à entendre. Alors, Thibaut, je crois que vous voulez poser une question. J'ai vu un point sur l'administration de la preuve, il me semble. Oui, excusez, c'était une erreur. Je voulais pas effectivement le mettre dans le chat. Alors, déjà, je voulais vous remercier pour cette intervention, Monsieur Sturlez, qui était vraiment très, très intéressante et à certains moments aussi très, très poignante. Moi, j'avais une question sur la question de la vérité, puisque du fait de votre présence comme membre du ministère public, évidemment, la question des preuves était centrale au cœur de votre mission. Et justement, dans le cadre de ce si singulier du génocide, en fait, vous n'aviez pas accès à de preuves matérielles. Et donc, vous êtes essentiellement appuyé sur deux sources, à la fois les témoins, où là se pose le problème de l'oubli, de l'ancienneté des faits, du traumatisme aussi, et de l'émotion aussi qui peut saisir le témoin au moment du procès. Et la deuxième source sur laquelle je voudrais plutôt insister, c'est les historiens, les experts et donc ce qu'on appelle des témoins de contexte. Et donc, c'est là où en fait, je voulais je voulais avoir votre avis, votre point de vue sur l'ambiguïté en fait du rôle de l'expert dans le cadre de ces procès, puisque cette vérité pénale, même si elle est distincte, bien distincte de la vérité historique, elle s'appuie dans le cadre de ces procès sur la vérité historique. Cependant, ces historiens qu'on appelle témoins de contexte, et on avait eu une très très belle intervention à ce sujet d'Hélène Dumas lors du séminaire qui avait été organisé autour de l'exposition. Et qui a été un témoin de contexte dans le procès dans lequel j'ai été ministre. Et qui était revenu fait citer, Madame Dumas. Exactement. Et revenir sur cette expérience, c'est qu'en fait, l'historien qui, effectivement, le rapport à la vérité de l'historien va être complètement différent du témoin ordinaire, qui, lui, est témoin et sa vérité, elle est intime, je dirais. Tandis que l'historien, on lui demande de prêter serment et donc de dire toute la vérité. Simplement, cette vérité, elle n'est pas intime, elle est d'ordre scientifique. Et dans le même temps, le procès installe l'historien dans une position ambiguë puisqu'il lui dénie toute position d'objectivité, le réinscrit dans la dimension agonistique du procès. Et donc, l'historien est à la fois dans la position de devoir dire la vérité tout en ne pouvant pas finalement s'autoriser de ce titre d'expert scientifique et de pouvoir dire une vérité objective. Du coup, c'est assez ambigu puisque la vérité pénale reconnaît et puis à la fois dénie la question de la vérité historique. Alors, je voulais savoir un petit peu comment en fait vous percevez finalement cette dialectique entre ces deux vérités au cœur du procès de génocide, dans le cadre de ce genre de procès. Ouais, vous avez raison, ce que vous dites est tout à fait juste. Le serment de l'expert n'est pas le serment du témoin. Il n'est pas, j'ai plus ça en tête, parce que je suis plus sur les cours d'assises et la justice criminelle, mais de mémoire, le serment que vous prêtez quand vous êtes expert n'est pas rédigé de la même façon que le serment du témoin. Parce qu'un témoin, c'est pas un expert. Alors, et moi, je vous ai parlé de témoin de contexte. Effectivement, je pense que le professeur Audouin Rousseau ou Jean-Louis Chrétien, Madame Dumas, ou j'ai oublié les autres experts, enfin les autres témoins de contexte,
Ils sont effectivement dans une situation un peu ambiguë, ambivalente. On les a fait venir comme témoins de contexte et non pas vraiment comme experts, parce que voilà, c'est délicat de dire qu'il y a, qu'il y a des experts du génocide des Tutsis. Il y avait des anthropologues qui étaient là aussi pour parler d'une façon générale du phénomène génocidaire, de la mécanique génocidaire à travers l'histoire, à travers les cultures, parce que c'était important d'avoir ce recul. Mais effectivement, il y a une ambiguïté sur ce statut de témoin de contexte. Enfin, statut, c'est pas un statut, mais nous, on les avait fait citer, nous, ministère public, comme pour venir témoigner, parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas d'experts de l'histoire du Rwanda. Donc, on les avait fait venir comme témoins, grands témoins, ou comme ça nous gênait de les appeler grands témoins, témoins de contexte. Et effectivement, on avait prévu avec le président que tout le premier tiers du calendrier serait consacré à la restitution du contexte, parce que, si vous voulez, dans l'incrimination de génocide, il y a un élément contextuel qui est préalable à l'incrimination, enfin, qui est dans l'incrimination. Il faut démontrer qu'il y a eu un génocide à partir du moment où il est contesté. Et comme il y a ce négationnisme classique du génocidaire ou des génocidaires, et c'était le cas de Sébi Kangwa, il faut c'est pas un fait acquis, donc devant les juges, devant le jury populaire, il faut redémontrer que il y a bien eu un génocide. Donc il faut donc rassembler les éléments du puzzle qui permettent de constituer un génocide devant le jury pour les convaincre que s'il y a eu génocide, après on peut se poser la question de savoir si effectivement l'accusé a participé en tant qu'auteur ou complice à ce génocide. Et donc, pour démontrer ce génocide au Rwanda, il y avait déjà le tribunal permanent qui avait été constitué par l'ONU, qui avait jugé à plusieurs reprises qu'il y avait eu un génocide, mais à la limite, ça, c'était qu'une décision d'une juridiction internationale ad hoc, et il fallait refaire la démonstration. Donc, essayer d'avoir, non pas des experts, parce que ça me semblait délicat de parler d'experts, mais de témoins de contexte. Avec, je ne sais pas si ça les a vraiment gênés de témoigner en prêtant le serment du témoin et non pas le serment de l'expert. Enfin, je ne sais pas. Votre observation, elle est très subtile, mais ce qu'on veut en fait, c'est apporter à un jury, à des juges français qui ignorent tout de l'histoire du Rwanda, qui connaissait, ou même on en parle un peu plus en ce moment et encore, qui connaît, moi-même je ne connaissais rien sur l'histoire du Rwanda. Je me suis plongé, j'ai dû lire des tomes, d'énormes ouvrages pour comprendre l'histoire du Rwanda, qui m'était complètement étrangère. Donc tout le travail intellectuel que j'ai fait, comme le président d'ailleurs, et comme j'imagine les avocats, eh bien il fallait en quelques jours restituer tout ça, une compréhension rapide, simplifiée de l'histoire très complexe du Rwanda, à des juges français qui ignoraient tout. Donc d'où cette notion de témoin de contexte. Il faut restituer un contexte, parce que sinon, si vous ne parlez pas du contexte, vous ne comprenez rien, absolument rien à ce qui s'est passé. Et vous ne pouvez pas aborder les faits qui sont après à imputer à l'accusé. Donc le contexte, c'était fondamental, et ça avait encore une acuité très évidente, parce que par définition, ceux qui devaient juger ces actes ignoraient ce contexte, parce que et c'était naturel, l'histoire du Rwanda, les Français ne la connaissent pas. D'où encore une limite supplémentaire pour juger ces faits en France.
Alors que, effectivement, s'ils sont jugés devant une juridiction internationale ad hoc, qui sont toujours les mêmes juges professionnels qui jugent tous les génocides, enfin un certain nombre de génocides rwandais, il ne faut pas leur réexpliquer l'histoire du génocide rwandais à chaque procès. Ce sont les mêmes professionnels qui vont examiner les accusés qui leur sont amenés devant eux, et de même que ce qui se passe les procès qui ont eu lieu au Rwanda, n'avait pas pas du tout la même démarche à effectuer sur le contexte. Ça, c'est parce qu'on a décidé, on a jugé en France des faits qui se sont déroulés à l'étranger. Hein. Ça sert dans une histoire complexe, étrangère, qui plus est aussi une partie de l'histoire de la France. Christian, je crois que tu avais une question. Oui, je voudrais enchaîner sur cette question de vérité. Vous avez évoqué l'idée de la restitution de la vérité pénale, au fond, qui serait donc de fait différent évidemment de la vérité historique, dans le sens non pas du niveau de vérité, mais du processus de construction, disons, du développement. Alors, je voudrais enchaîner sur la question, parce que votre position par rapport au filmage, enfin, en tout cas, dans l'environnement dans lequel on évolue, elle me semble très, très en avant par rapport à d'autres magistrats qui sont beaucoup plus réservés et qui considèrent que la subjectivité du cadreur, comme vous l'avez exposé, c'est pas bien, quoi, parce que c'est une subjectivité et donc il va poser son regard sur le procès, alors que nous défendons l'idée que le cadreur, au contraire, va essayer d'être le plus fidèle à ce que son œil lui permet de voir, mais que la caméra est beaucoup plus limitée. Il faut la mettre dans une direction. Elle a beaucoup moins de souplesse que notre œil. Donc, nous, on milite beaucoup pour dire qu'il faut la subjectivité du cadreur pour pouvoir atteindre la vérité du procès. Pour le coup, la vérité de la confrontation des protagonistes, et non pas seulement de la confrontation des paroles, puisque le droit fil de la parole est censé être, enfin, moins maintenant, mais le fil conducteur. Puis là, donc je voudrais vous réinterroger là-dessus, sur ce que vous percevez comme étant correctement fait ou pas quand vous êtes devant une restitution filmée d'un procès. Et puis de l'autre, c'était l'idée de la dramaturgie que vous avez évoquée, qui me semble intéressante à rappeler, puisque au fond, un procès, c'est une dramaturgie qui s'inscrit dans une scénographie avec des positions très symboliques entre les uns et les autres. Bon, à commencer par la position de surplomb, disons, de la cour, qui est quand même très impressionnante, j'imagine, pour ceux qui sont en dessous à la barre. Et donc, il y aurait sans doute quelque chose à dire sur le fait que le filmage doit tenir compte, au fond, de cette dramaturgie et de cette scénographie, qui est déjà suffisamment compliquée en tant que telle à restituer dans sa plénitude. Effectivement, les caméras ne peuvent pas être que des robots. Filmer, il y a un œil humain derrière la caméra. Après, il y a le montage, enfin, j'imagine. Donc, vous le savez, il y a un cahier des charges quand même. Quand on filme un procès, il y a un cahier des charges qui est sévère. Vous ne filmez pas un procès comme vous filmeriez notre rencontre, là, j'imagine. Ou un spectacle. Donc, il y a un cahier des charges qui vise à justement protéger certaines personnes. Je pense que le public, on ne le voit pas. Les non-professionnels, on ne les voit pas. Les jurés qui sont des juges non-professionnels, je ne pense pas on les voit. Je ne pense pas que c'est dans l'autorisation de la captation. Il y a un certain nombre de contraintes dans le cahier des charges qui visent justement à s'assurer que ce ne soit pas un show, quoi. Dramaturgie, oui, mais pas un show qui pourrait se transformer après, qui pourrait être exploité. Donc, il y a un certain nombre de garanties qui visent à protéger certains qui sont dans cette dramaturgie, parce que le public qui pleure, le public qui quitte la salle, le public qui grogne, le public qui conteste,
ça existe. Ça fait partie, pas forcément de la scénographie, mais de la dramaturgie. Et donc, il y a un cadreur, forcément, mais il a un cahier des charges qui fait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas balader sa caméra où il l'entend comme il veut. Ça, je crois que c'est quand même nécessaire. Qui est ce cahier des charges qui encadre le cadreur. Mais en même temps, si on lui dit qu'il tient la caméra, qu'il filme l'accusé et qu'il voit que l'accusé rigole avec son avocat, il filme. C'est ce qui s'est passé, je pense, dans en tout cas l'extrait que j'ai vu. Et moi, ce comportement de l'accusé, je l'avais vu. Peut-être que les jurés ne l'avaient pas vu parce que ça a peut-être eu lieu à ce qu'on appelle une suspension de séance. Et donc, vous voyez, cette image-là, si ça se trouve, c'est une image qui a échappé au juge et que l'accusé s'est comporté comme ça parce qu'il pensait que ces juges n'étaient pas là. Mais néanmoins, ceux qui étaient encore dans la salle ont pu voir ça. Et la caméra a filmé ça. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Mais en tout cas, pour la vérité judiciaire, c'est très mauvais. C'est pas parce que, si vous voulez, il y a un problème. Il y a une scénographie, comme vous l'avez dit. Donc, ce qui compte, chaque acteur a un rôle, une position géographique. Il y en a qui sont plus hauts que d'autres, vous l'avez dit. Mais il y a la dramaturgie, et à un moment donné, elle s'arrête. Quand on est hors séance, hors audience, la vérité judiciaire ne se construit pas pendant les interruptions de séance. Là, vous voyez, je ne pense pas que l'image qui a été filmée pendant l'audience. Ça m'étonnerait beaucoup que l'accusé, qui se maîtrisait très bien, rigolait à gorge déployée avec son avocat, qui aussi se prête à cette hilarité, alors qu'on est dans des moments dramatiques. Enfin bon. Je ne sais pas si je m'éloigne de votre question, mais ça m'a beaucoup frappé, cette image-là. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que l'image ne peut pas servir à la vérité judiciaire. L'image, la captation du visuel, elle ne peut pas, parce que vous savez, il y a le débat éternel, est-ce qu'on doit filmer les procès? Oui, bien sûr qu'il faut filmer les procès. La vraie question, c'est, doit-on restituer en direct la captation? Et c'est ça la vraie question. Je dis non, parce qu'il faut, je le disais en commençant tout à l'heure, la justice a besoin de distance, de distanciation par rapport à l'image prise à chaud par un individu, par une subjectivité qu'est le cadreur, et qui ne sied pas ou qui ne va pas ou qui n'est pas compatible avec une justice qui doit être distanciée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout ce que vous vouliez aborder sur la scénographie, la dramaturgie. Et je me permets d'ajouter juste une petite question supplémentaire qui est que à l'heure actuelle, on a le procès du policier qui a étouffé George Floyd qui se déroule aux États-Unis, qui est filmé. Les grands quotidiens comme le New York Times donnent le lien tous les jours pour pouvoir regarder ce qui se passe. Est-ce que vous croyez que ça gêne, la sérénité des débats ou que le procès est entaché par cette dimension-là? Enfin, ça, c'est la justice américaine qui fonctionne pas comme la nôtre, qui n'obéit pas à la même scénographie que la nôtre, qui n'est pas du tout le même cadre procédural que le nôtre. Non, moi, franchement, toutes ces images prises à chaud, restituées, commentées, et c'est tout juste si on ne fait pas un sondage après, on ne fait pas voter. Les auditeurs, enfin, pour avoir un préjugement, moi, c'est pas du tout ma conception de la justice. Pour moi, la justice, c'est effectivement à un moment distancié. Il faut qu'il y ait la distance avec l'émotion, parce que je vous ai parlé d'émotion dans ces affaires de crimes contre l'humanité. Je vous disais, c'est une descente dans l'innommable, une descente aux enfers, une plongée vraiment dans l'indicible. Soi-même, on se surprend à des moments de fragilité émotionnelle.
Et pour juger, il faut retrouver il faut garder sa distance, il faut garder sa distance avec sa propre émotion, y compris quand on accuse. Et franchement, l'image là, dans ces conditions, et bah, puisque vous invoquez l'exemple américain, je pense que c'est pas l'exemple à suivre. Voilà. Pour avoir une bonne justice. En tout cas, notre justice, dans notre système à nous, qui est un système particulier, qui est différent du système américain. Voilà. C'est de même que de montrer des images d'arrestation d'hommes célèbres, menottes au poignet, sortant de la garde à vue. On n'a pas ça en France. On a tous en mémoire l'image d'un ex-futur candidat à la présidentielle qui s'est retrouvé menotté sur toutes les chaînes américaines vous voyez, ça a été terrible. Ça me semble, heureusement, on n'a pas ça en France. On vous montrera jamais. C'est trop, on est trop dans l'émotionnel. Et donc, quand vous êtes dans l'émotionnel, vous suscitez des réactions excessives ou pour approuver ou pour critiquer. Et non, encore une fois, la justice a besoin de distance. Hélène, je vois que tu veux poser une question. Oui, pour poursuivre sur ce thème, dans ce type de procès, quel type de relation oui, quel type de relation avez-vous avec les parties civiles et quelle position au cours du procès? Et puis peut-être une seconde question, la plus d'actualité, qui est vous demander des explications sur les raisons pour lesquelles quelqu'un comme Félicien Kabouga, qui a été donc interpellé en France l'année dernière, va être renvoyé devant le mécanisme, ce mot est terrible, plutôt que devant une cour d'assises en France. Voilà. Sur les parties civiles, d'abord, elles étaient diverses et nombreuses. Il y a le collectif, avec des époux Gautier qui font un travail extraordinaire. Et puis, il y en avait d'autres. Et la position, le statut de partie civile par rapport au ministère public est toujours un peu compliqué parce que les parties civiles veulent des fois se substituer au procureur ou prendre la place du procureur. Le procureur ne veut pas laisser de place aux parties civiles. C'est une dialectique, pour reprendre l'expression de M. Guichard, un peu compliquée parfois. On ne poursuit pas forcément les mêmes objectifs en plus. Je veux dire, le ministère public et les parties civiles. On ne partage pas forcément la même vision des choses. Les uns vont vouloir faire entendre un tel témoin, alors que nous, on va considérer que c'est un témoin fragile qui va nous exploser à la figure, c'est-à-dire qu'il va paraître peu crédible. Donc c'est toute cette dialectique qui est compliquée à gérer dans un procès de cette nature. D'abord, il y a plusieurs parties civiles, je le disais, elles ne vont pas toutes dans le même sens, elles ne sont pas forcément coordonnées. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu en France. Voilà. Et puis, il y a je me rappelle, il y a des citations de témoins que j'estimais inopportunes ou contre-productives par rapport à la stratégie que j'avais pu définir, parce qu'il y a quand même aussi une notion de stratégie dans une accusation. Il faut savoir amener devant la cour, devant le jury, des éléments crédibles. Et quand vous voyez dans le dossier qu'il y a certains témoins qui peuvent prêter à
discussions ou parce qu'ils vont et viennent au fil des auditions, ben, sur une affaire comme ça, extrêmement périlleuse, parce que vous avez quand même une négation totale de l'accusation, vous avez intérêt à avoir des témoins solides. Donc, il y a cette dialectique que j'ai en tête, compliquée à gérer. On a chacun notre vision, on ne poursuit pas forcément les mêmes objectifs. Et donc, des fois, il peut y avoir des frictions, des tensions. Mais je me rappelle avoir eu des réunions de travail, comme j'en avais eu avec la défense, pour justement essayer de voir vers quoi nous on tendait, ce qu'on a essayé d'obtenir, de façon à... Après, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent, mais de renoncer à citer un tel ou un tel, parce qu'on a peur que le témoin auquel ils pensent puisse venir affaiblir l'accusation. Vous voyez. Donc il y a tout ce débat-là, cette discussion qui ne se voit pas à l'audience, mais qui se fait en marge. Et puis il peut y avoir aussi des incidents à l'audience, hein, et puis il y avoir des positions pas compatibles, et des visions différentes sur certains éléments du dossier. Hein. Moi, dans cette accusation, dans cette affaire-là, j'ai abandonné des éléments de l'accusation à l'audience. Hein. J'ai peut-être pas fait plaisir aux parties civiles, mais j'ai fait ça en âme et conscience parce que j'ai pensé que ça servait mieux l'accusation et le résultat final. Alors, vous voyez, là, on peut avoir des approches complètement différentes, mais effectivement, on n'a pas la même fonction, même si on poursuit peut-être des mêmes objectifs, on n'a pas la même fonction. Voilà. Et on n'a pas forcément la même vision. Donc, selon les procès, les parties civiles et l'accusation, ça peut plus ou moins bien ou mal se passer. Mais il faut discuter, il faut en parler avec des parties civiles qui sont raisonnables. On arrive à s'entendre et à comprendre ce vers quoi on peut aller construire ensemble. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est une construction avec des discours, une approche différente. Mais là, je parle du rôle des parties civiles au procès, parce que ce que font le collectif piloté depuis des années par les époux Gauthier, c'est plus que ça, puisqu'ils participent à la recherche des preuves. Hein. Ils ont eu un rôle essentiel par le passé, et ils continuent, si j'ai bien compris, à mener ce rôle fondamental, comme d'autres l'ont pu faire sur d'autres génocides, hein, qui sont bien connus. Et puis, sur l'actualité, je n'ai pas envie de parler de l'actualité, je ne connais pas le dossier, j'en connais que ce que la presse en dit, donc je vous parle des dossiers que j'ai connus, où je me suis occupé. Là, voilà. Moi, j'aimerais bien poser une question, parce que pendant votre intervention, vous êtes plusieurs fois revenu sur cette catégorie de procès bien particulière qui est filmée, qui crée finalement des éléments de mémoire collective sur des grands moments majeurs de l'histoire de l'humanité. Et donc, vous avez dit que finalement, ce type de procès avait pleinement le droit d'être filmé, et puis c'était même absolument indispensable. Et pourtant, la loi, si on se réfère à la loi qui a initié cette possibilité de filmer, la loi Badinter, telle qu'elle avait été imaginée au départ, c'était une possibilité de filmer tout type de procès, pas seulement des procès historiques, puisque en effet, ce que Robert Badinter voulait, c'était filmer des archives historiques, mais pas des procès historiques. Il fallait filmer tout type de procès. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment la loi est interprétée et appliquée. On voit bien qu'entre 87 et 2021, si je me rappelle bien, pour le procès qui s'est produit cette année,
on a de toute façon que des procès historiques, de fait. Là, on a une loi qui est en préparation, qui reste quelque chose d'un petit peu différent encore, puisqu'il s'agit dans l'esprit de cette nouvelle loi, enfin moi, tel que je l'ai compris, c'est de faire accéder le citoyen à la connaissance du fonctionnement de la justice. Donc là, on est encore sur autre chose. Comment vous voyez ces trois, enfin, on pourrait dire trois visions, voilà, une vision un petit peu législative, son application concrète et la nouvelle perspective de la loi. Je crois qu'on est effectivement sur des perspectives complètement différentes. Votre exposition, elle s'adresse à... Elle concerne et la loi Badinter, elle concerne des procès dits historiques. Je n'ai plus le terme en tête de la loi, mais c'est qui ont une vraie dimension historique. Filmer la justice quotidienne criminelle, c'est ça, ou non criminelle d'ailleurs, correctionnelle, pourquoi pas. C'est pas du tout c'est pas du tout le même objectif. C'est, comme vous le dites, d'objectif citoyen peut-être, pédagogique, mieux faire connaître la justice, mieux faire pénétrer dans l'enceinte judiciaire le citoyen qui connaît si mal sa justice française. On n'est pas du tout sur le même effectivement finalité. Moi, parce que filmer des heures et des heures de procès, c'est lourd, c'est coûteux, ça ne gêne pas du tout les acteurs, je l'ai dit, mais ça mobilise du monde. Bon, tout ça pour quoi faire si c'est pas pour restituer une dimension historique, si c'est pas pour être un outil mémoriel, ça n'a pas d'intérêt de filmer le braquage du coin, le trafic de stupes qui est jugé en correctionnel. Voilà. Donc, si ce n'est que expliquer aux citoyens comment fonctionne la justice. Mais est-ce qu'il faut en passer par la captation de tous les procès lambda? Je dis non. Il y a peut-être d'autres moyens d'arriver à ça. Je crois qu'il ne faut effectivement pas confondre ces deux finalités. Enfin, moi, j'en vois deux, voire trois. Filmer systématiquement pour avoir systématiquement la mémoire audiovisuelle et vivante de tous les procès. Pour des affaires de routine, je ne vois pas l'intérêt. Une fois que l'affaire est jugée, elle est jugée, ça n'intéresse plus personne. Les victimes. À part, bon, voilà. La dimension historique, on l'a bien vu ensemble, et moi j'en suis convaincu, la captation du visuel est fondamentale et indispensable, parce que le procès, je l'ai dit, n'est pas suffisant comme outil mémoriel, et la captation du visuel apporte un plus et donne une dimension pérenne et quasi, je dirais, intemporelle, comme est un outil mémoriel pérenne. Et la dimension citoyenne, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'ouvrir la justice, de mieux faire connaître la justice que de filmer des procès assez communs? En tout état de cause, la limite qu'il ne faut pas franchir, et que M. Delage a essayé de me faire franchir en m'invoquant l'exemple américain, c'est la restitution. C'est-à-dire la restitution, si elle n'est pas assez distanciée de l'événement judiciaire, elle est dangereuse. Si effectivement, aux 20h, au JT du soir, aux 20h, on vous ressort des scènes de l'audience d'un procès en cours qui n'est pas encore jugé, là on bascule dans le tribunal médiatique. Parce que d'abord, vous allez complètement biaiser l'attitude des acteurs à l'audience, parce qu'ils savent qu'ils vont passer aux 20h le soir.
Vous allez avoir une interférence des auditeurs, de ceux qui vont voir le journal télévisé, l'extrait du procès de l'après-midi, qui n'est pas terminé. Déjà, un article de presse, vous ne pouvez pas imaginer déjà un article de presse sur un procès qui dure 8 semaines, l'effet que ça peut avoir déjà. C'est pas par hasard qu'autrefois, on avait prévu des comptes rendus écrits et des dessins. C'était les seules façons de restituer à ceux qui ne participaient pas au procès, qui n'étaient pas dans le public, d'avoir un retour sur le procès en cours. Le film, enfin la retransmission quasi en différé d'un procès en cours, on passe très vite, à mon sens, et vous avez compris que j'y suis opposé, au risque du tribunal médiatique. Voilà. Les acteurs vont pas se comporter de la même façon. Ça va peser sur le déroulement de l'audience, et puis vous allez avoir aussi le poids de l'opinion publique ou médiatique qui va interférer dans le résultat et qui va pas correspondre à cette idée de sérénité derrière laquelle je m'abrite, mais qui est pas un paravent de confort, qui est vraiment, je pense, fondamental, consubstantiel à l'acte de juger. L'acte de juger, c'est pas la vengeance, c'est pas la réaction à chaud, c'est vraiment une réaction à froid, voilà, qui est donc et que ne permet pas la captation du visuel retransmise, à défaut d'être retransmise en direct, en différé quelques heures après ou quelques jours après. Voilà. Et la vertu, la finalité citoyenne, oui, mais sur des procès qui sont terminés et qui sont définitivement jugés, avec une distance lointaine. Regardez ce qui s'est passé avec les fictions. Et je connais bien le sujet parce que j'ai participé à des fictions de cette nature. Des fictions qui ont consisté à reprendre une affaire réelle qui a été jugée et quelques mois après par un producteur, un réalisateur qui a voulu reconstruire le procès et le faire rejuger avec de faux juges ou un nouveau jury composé pour le besoin du film en question ou du feuilleton en question. Chaque fois, la justice a dit non. Et vous avez peut-être en tête des affaires très précises où effectivement l'avocat en question a obtenu l'arrêt de l'exercice, enfin de l'arrêt de l'exercice en question, parce que c'était trop proche de l'affaire qui avait pourtant été jugée, mais qui aurait pu conduire à ce qu'il y ait un résultat fictif ou cinématographique différent, parce que là, on le confiait à des jurés qui auraient, oui, un casting du réalisateur. Donc, vous voyez, ces interférences entre la vérité judiciaire qui s'établit à froid, dans une scénographie précise, dans une dramaturgie qui se passe à l'audience, ne peut pas se mélanger avec, ou se confondre avec ce qui peut se passer le soir du différé de la retransmission d'une audience dans une affaire qui n'est pas terminée. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Si, tout à fait, tout à fait. Non, merci beaucoup, c'était vraiment très, très intéressant, mais l'heure tourne, hélas. Donc, je vais vous proposer de conclure. Alors, de façon un petit peu traditionnelle, Christian, je te laisse le mot de la conclusion. Oui, enfin, un mot très, très, très court. Je crois que à la fois, on a beaucoup apprécié effectivement l'émotion avec laquelle vous avez parlé de votre expérience dans ce procès rwandais, et en même temps, votre approche à la fois plus ferme que d'autres magistrats sur la question du filmage, mais tout autant restrictive sur la question de la diffusion, qui va quand même se poser, je crois, dans le cadre
de la réforme proposée par le ministre de la Justice, puisqu'il est en train de parler avec les chaînes de télévision. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais il y a, la question se pose quand même de la porosité, si ce n'est du procès, mais en tout cas du processus judiciaire. Et je pense que toutes les réserves que vous avez exposées, on y est parfaitement sensible et elles sont importantes. Merci de m'avoir invité. Merci. Et encore bravo pour l'exposition qui, j'espère, pourra être vue par le public. Donc, il faut absolument la prolonger. Hein, parce que... on espère aussi, et, a priori, bon, elle était déjà prévue avec une prolongation jusqu'au 19 septembre, comme je vous avais dit, mais on va peut-être avoir encore un petit peu plus. Voilà. Donc, j'attends la confirmation. Donc, ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'intervenir et de nous avoir fait part voilà, de votre expérience et de votre point de vue très, très enrichissant. Il me reste à remercier aussi les participants de ce soir et à vous donner rendez-vous pour le 29 avril, où la présidente Xavier Simeoni sera avec nous au titre de la présidence qu'elle a assurée sur le procès en appel de Ngenzi et Barayera en 2018. Donc voilà, je suis sûre que ça va être très, très intéressant et j'espère que vous vous retrouvez à ce moment-là. Donc, merci encore de votre attention, de vos questions. Merci encore, Bruno Sturles, et puis merci à toi, Christian. Et donc, très bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.